Bonjour à tous, donc je me présente, Nadine Hofmeister, je suis psychologue à la JD et aujourd'hui nous allons vous parler de la fratrie face au diabète d'un frère ou d'une sœur et j'ai le plaisir de pouvoir présenter ce sujet avec Pauline Delannoy qui est psychologue clinicienne également et qui a fait un travail de recherche sur cette question. Donc je vous propose d'abord une partie un petit peu plus clinique et théorique et ensuite Pauline présentera les résultats de sa recherche. On ne parle nulle part des frères et sœurs des malades. Comment traversent-ils, eux, ces inconnus, cette histoire de maladie qui semble partout n'être que l'affaire des parents, des médecins? Cette citation de Catherine Delose illustre parfaitement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la fratrie face au diabète de type 1 d'un frère ou d'une sœur. Tout comme leurs parents et leurs frères et sœurs malades, la fratrie est confrontée au choc de l'irruption de la maladie dans la famille et à ses conséquences. La maladie peut en effet déstabiliser la famille dans son ensemble et chacun de ses membres en les confrontant à l'inconnu, à l'inquiétude et à la nécessaire adaptation à venir pour chacun. Lors de la découverte de la maladie, la fratrie peut être reléguée au second plan des préoccupations parentales, mais peut traverser des sentiments variés et ambivalents. Quoi qu'on en dise ou qu'on entende parfois, l'annonce de la maladie provoque une rupture. Il y a un avant et un après, y compris dans le rôle et la place de chacun au sein de la fratrie. Tout d'abord, quelques mots sur la relation fraternelle. La mythologie ainsi que de nombreux contes de notre enfance nous offrent pléthore de récits autour de la relation fraternelle. Ces mythes et ces contes qui mettent en scène la relation fraternelle décrivent des relations parfois harmonieuses, Castor et Pollux, Hansel et Gretel, mais aussi extrêmement conflictuelles et destructrices, Caïn et Abel ou Cendrillon. Ces mythes et ces contes mettent en lumière l'ambivalence et la richesse du lien fraternel. Ces questions de l'amour et de la haine, du semblable et du différent, sont au cœur de la relation fraternelle. Elle permet d'expérimenter de nombreux sentiments humains fondamentaux et structurants dans un contexte sécurisant. L'enfant peut en effet ressentir des sentiments de haine pour son frère sans craindre de rompre le lien qui les unit. C'est auprès de ses frères et sœurs que l'enfant va se confronter à des sentiments d'agressivité, de rivalité, compétition, jalousie, mais va aussi y tisser des liens d'attachement, d'amitié, de solidarité, de protection, de partage ou de complicité. Pour Marcel Ruffo, la fratrie est une maladie d'amour faite de rivalité et de complicité. On ne choisit pas ses frères et sœurs. Ils sont imposés par les parents et la fratrie est le premier groupe de pairs dans lequel l'enfant va devoir s'intégrer. Y trouver sa place tout en apprenant à se différencier pour exister par soi-même. La fratrie joue ainsi un rôle très important dans la construction de la personnalité, premier lieu de socialisation. Elle permet de vivre des expériences relationnelles structurantes qui guideront les relations sociales à venir. S'il est un sentiment ou des sentiments dont il est souvent question quand on parle de la fratrie, c'est bien ceux de la jalousie et de la rivalité. On peut lire parfois dans des articles destinés aux parents que la jalousie doit être considérée comme le symptôme d'une souffrance. Les parents peuvent alors se sentir déroutés, voire coupables, face au comportement jaloux de leurs enfants. Pour Freud, la jalousie et la rivalité sont au contraire des états affectifs normaux et participent au processus de maturation des enfants. La jalousie permet aux enfants d'apprendre à gérer leur agressivité et les aide à se différencier des autres. On peut ainsi attribuer à la jalousie infantile un rôle important dans la construction de la sociabilité et dans le processus de séparation-individuation. En revanche, la jalousie est évidemment un sentiment extrêmement négatif et douloureux pour celui qui l'éprouve. L'enfant jaloux a besoin d'être plaint et écouté, mais il est vain de vouloir faire disparaître le motif de la jalousie en essayant de rendre justice. Il est ainsi important pour les parents de sortir du mythe de l'éducation égalitaire qui éviterait toute manifestation de jalousie. Tous les enfants ne sont pas identiques et n'ont pas les mêmes besoins.
Les parents qui veulent offrir exactement la même chose à chacun de leurs enfants seront quand même contestés. Même un bonbon identique pourra susciter des tensions. C'est toujours à mon frère que tu donnes en premier. À ne vouloir reconnaître aucune différence, on attise le sentiment d'injustice, car les enfants continuent à faire des comparaisons. Faire comme si les enfants étaient pareils est une illusion, et les enfants le perçoivent en général parfaitement. Cette règle de pseudo-égalité sera sans cesse testée par les enfants pour vérifier la cohérence entre ce qui est dit et le ressenti, et surtout pour revendiquer une place particulière. Les disputes en témoignent. Ainsi, l'enjeu de la relation fraternelle est que chaque enfant trouve sa place, et cela passe par la reconnaissance par les parents de la spécificité de chacun. L'annonce d'une maladie chronique constitue dans un premier temps un choc pour les parents. Les frères et sœurs, tout comme l'enfant atteint, sont les premiers témoins de la douleur des parents, de leur anxiété et de leur tristesse. C'est donc la souffrance des parents qui est d'abord perçue par les enfants, et non la maladie, d'autant que cette notion est souvent très abstraite pour des jeunes esprits. C'est pour ça que, dans un premier temps, ce n'est pas l'explication détaillée de la maladie qui compte pour les frères et sœurs, mais surtout des paroles et de l'écoute sur ce qui se passe dans la famille à ce moment-là. Embarqués sur le même bateau, parents, frères et sœurs doivent se préparer à s'adapter ensemble à cette nouvelle allure de la vie familiale. Les frères et sœurs ont alors besoin d'interlocuteurs qui ne se dérobent pas face à la réalité de l'impact que le diabète aura sur l'ensemble de la famille. Cela implique également que les équipes médicales ne se dérobent pas non plus au moment de l'annonce, en évitant de dire par exemple que rien ne va changer, vous allez pouvoir vivre comme avant. Les frères et sœurs peuvent tout d'abord ressentir de l'inquiétude, à la fois inquiets pour leurs frères ou sœurs malades, pour leurs parents, mais aussi pour eux-mêmes. Quelle place vais-je avoir ? Qu'est-ce qui va changer pour moi ? Les frères et sœurs ont besoin de partager leurs émotions. Parler, être écouté, permet de réduire l'étrangeté de la situation et peut éviter que l'enfant se retrouve aux prises avec des sentiments de culpabilité ou de colère. Pour permettre ce partage de paroles en famille, il est important que les parents s'autorisent à exprimer leur propre vécu émotionnel, pour pouvoir légitimer en retour non seulement le ressenti de leur enfant, mais également celui des frères et sœurs. Dans tous les cas, l'annonce d'un diabète doit être considérée comme l'intrusion dans une famille d'une nouvelle donne qui s'impose à tout le monde. Dans un premier temps, il faut faire face à l'urgence. Et il s'agit alors de réorganiser la vie autour de l'enfant malade. Cette priorité laisse peu de place aux états d'âme des frères et sœurs, qui peuvent alors craindre d'être dorénavant relégués au statut de frère ou sœur d'eux, et avoir le sentiment d'être négligés par les parents. Le diabète vient modifier l'organisation familiale, et chacun va devoir retrouver une nouvelle place. Le retentissement que va avoir le diabète pour la fratrie est évidemment variable et différent selon les familles et va évidemment aussi dépendre de plusieurs facteurs, l'âge, la place dans la fratrie, l'histoire familiale, etc. Le premier risque pour les frères et sœurs concerne le devenir des sentiments de jalousie et de rivalité dont on a parlé tout à l'heure, qui sont nécessaires au processus d'individuation évoqué plus haut. Peut-il encore s'autoriser à exprimer sa rivalité face à son frère ou à sa sœur malade ? Certains frères et sœurs vont alors se débrouiller pour rivaliser en attirant l'attention et obtenir les mêmes privilèges que le frère et sœur malade, c'est-à-dire l'inquiétude des parents, en manifestant par exemple des troubles du comportement, des difficultés scolaires ou encore des plaintes somatiques. D'autres vont rivaliser en s'identifiant au rôle de l'enfant qui va bien et s'adapter à ce désir parental en devenant l'enfant parfait, mais qui risque alors de renoncer à s'affirmer. Certains frères et sœurs peuvent également éprouver de la culpabilité liée à la jalousie ou à l'agressivité qu'ils ressentent envers leurs frères ou leurs sœurs, qui attirent toute l'attention de leurs parents avec son diabète, et mettre alors en place un processus de réparation, se traduisant par exemple par une surprotection de leurs frères ou sœurs en endossant un rôle de soignant ou de parent. Cela peut répondre aussi à un désir de protéger ses parents, en essayant d'être pour eux gratifiant
et soutenant. Les frères et sœurs peuvent également s'interroger de manière plus ou moins explicite sur le risque d'avoir eux-mêmes la maladie, ou plus subtilement de se demander pourquoi eux ont été épargnés. Mais s'il y a un avant et un après le diabète dans les relations fraternelles, car inévitablement cela redistribue les cartes du rôle et de la place de chacun, l'impact n'est évidemment pas que négatif. Cette situation qui confronte la fratrie à la différence peut contribuer à enrichir la maturité des enfants, à développer leur empathie et leur capacité à faire face à des épreuves de la vie. Après cette introduction clinique et théorique, je laisse maintenant la parole à Pauline, qui va présenter les résultats de sa recherche sur la fratrie dans le cadre de sa thèse. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Pauline Delannoy, je suis psychologue clinicienne de formation et dans le cadre de mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de réaliser une thèse de doctorat et j'ai choisi de la réaliser sur le vécu des frères et sœurs d'enfants avec un diabète de type 1. Et donc là, je vais arriver avec une casquette plutôt de chercheuse et vous présenter du coup une partie de mes résultats de thèse. Alors, la grande question que tout chercheur se pose, c'est que nous dit la littérature à ce sujet ? Quel est finalement le vécu des frères et sœurs d'enfants ayant un diabète de type 1 ? Alors, on sait aujourd'hui, au sein de la littérature scientifique, que c'est une maladie qui est qualifiée de chronique, à laquelle les frères et sœurs s'ajustent aussi. L'enfant à qui on vient de diagnostiquer un diabète de type 1 va devoir s'ajuster à cette maladie, les parents aussi, et les frères et sœurs également. Le souci dans la littérature, c'est qu'on a souvent tendance à regrouper tous les frères et sœurs, peu importe la maladie chronique. On sait qu'il y a des dénominateurs communs entre les maladies chroniques, entre le diabète de type 1, entre la mucoviscidose, le cancer, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des spécificités. Et bien qu'on s'intéresse finalement de plus en plus au vécu des frères et sœurs d'enfants ayant un diabète de type 1, la littérature, elle reste assez pauvre sur le sujet. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai souhaité m'y intéresser. Alors, pourquoi, finalement, s'intéresser au vécu des frères et sœurs ? C'est pour comprendre ce qu'ils vivent au quotidien et, du coup, leur proposer une prise en charge, je dirais plutôt une prise en compte, qui soit adaptée en fonction des vécus de chacun. Alors cette recherche, elle est quand même assez longue et du coup, il me faudrait beaucoup plus de temps pour tout vous expliquer. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ces résultats. Donc cette thèse, elle se découpe en plusieurs études avec une partie plutôt quantitative, c'est-à-dire qu'on a essayé de questionner un maximum de frères et sœurs en leur faisant passer des auto-questionnaires pour évaluer leur niveau d'anxiété, leur niveau de dépression, d'estime de soi, de qualité de vie. Mais on a aussi souhaité investiguer un petit groupe de frères et sœurs en leur donnant la parole, parce que c'est bien beau d'avoir des chiffres, mais des fois de leur donner la parole, de voir un peu ce qu'ils vivent, quels mots ils mettent sur ce vécu, ça a aussi beaucoup de sens. Et c'est ces résultats du coup que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors au niveau des critères de participation, les frères et sœurs, pour participer à l'étude, devaient être âgés de 8 à 18 ans. Voilà, c'est des normes pour répondre aussi aux autoquestionnaires. Donc, c'est des normes qui ont été figées par rapport à l'utilisation de certains outils. Avoir au moins un frère ou une sœur avec un diabète de type 1 et maîtriser la langue française. Ici, je vais vous présenter les résultats de l'étude qui portent sur des interviews du coup, qui ont été menées auprès de frères et sœurs, et j'aurais pu dire auprès de sœurs, puisque on a pu avoir un échantillon composé uniquement de filles, pour lesquelles du coup, on a fait passer un entretien semi-structuré, puis on leur a également demandé de dessiner leur famille. Alors voici les caractéristiques finalement de ces sœurs qui ont participé à l'étude. Elles sont 7, elles sont âgées de 10 à 16 ans. On a une majorité en tout cas de sœurs aînées.
Et pour les enfants, du coup, ayant un diabète de type 1, on voit que le temps écoulé depuis l'annonce du diagnostic s'étale de 3 mois à 9 ans. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, on a fait passer les interviews, donc les entretiens semi-structurés auprès de ces sœurs. On leur a d'abord demandé de dessiner leur famille, une consigne plutôt large pour voir comment ces frères et sœurs finalement se représentent leur famille, comment ils se placent au sein de leur famille. Et puis bien sûr, c'était de voir s'il y avait une trace graphique sur ce dessin, une trace du diabète de type 1. Au niveau des interviews qui ont été menées, on a donc passé 7 entretiens semi-structurés, on a tout retranscrit et puis on a tout analysé à l'aide d'une analyse thématique. De cette analyse thématique est ressorti 4 grands thèmes que je vais vous exposer maintenant. Alors vous voyez dans cette petite bulle, on voit un fil qui fait plein de nœuds, qui s'en mêle. Et c'est ce qui se passe finalement pour ces sœurs qui ont pu partager leur vécu. Le premier thème, c'est celui d'un bouleversement de l'équilibre familial. Ces sœurs, elles ont pu nous dire qu'elles ont fait face à l'inconnu. Alors on parlait là à l'instant finalement de ce qui fait sens à ce moment-là pour elles, pour eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils voient ? C'est des parents qui se dirigent aux urgences. Il faut se réorganiser. S'il y a des frères et sœurs, il faut les faire garder par de la famille, par des voisins, par des amis. Et du coup, dans leur tête, ils se posent plein de questions. Et notamment celle-ci. C'est Delphine qui nous dit « Je crois que c'était un peu de « il est malade, il va mourir ». Et donc, cette impression ce sentiment que l'enfant à qui on vient de diagnostiquer va mourir, il est assez présent, en tout cas auprès des fratries qu'on a pu interroger. Le deuxième sous-thème de ce bouleversement de l'équilibre familial est lié au changement dans les règles de vie. Gaëlle, elle nous dit ça se passe comme ça, mes parents piqûrent, au repas piqûrent, on mange. Pour Grégoire, c'est très timé, 19h30, on mange, des horaires fixes. On voit finalement que ces sœurs qui ont été interrogées, elles observent, elles subissent aussi les réorganisations au sein de la famille. Parce que c'est tout nouveau, parce qu'on applique des règles et parce que c'est plus simple que tout le monde les applique aussi pour justement éviter de créer de la jalousie entre les différents membres de la fratrie et puis pour éviter aussi finalement de partir dans tous les sens. Donc tout le monde à ce moment-là est logé dans la même enseigne. Un autre sous-thème du coup, c'est celui qui est juste avant, c'est la modification des rôles parentaux. Ces sœurs, elles nous ont dit que leurs parents étaient devenus finalement des soignants. À ce moment-là, ce qui compte, c'est la santé de l'enfant ayant un diabète de type 1, et ses parents, du coup, vont se transformer en soignants, en faisant les injections d'insuline, en contrôlant la glycémie, et finalement que tout va tourner autour de ça au départ. Et comme tout tourne autour de ça, que l'attention parentale elle est dirigée vers cet enfant à qui on vient de diagnostiquer un diabète de type 1, ces sœurs, elles nous ont dit qu'elles se sont senties délaissées. Et c'est le témoignage ici de Delphine qui nous dit « Et donc du coup, je me demandais pourquoi toute l'attention était sur lui et pourquoi est-ce que moi, limite, on en avait un peu rien à faire. » Alors ce temps, il est normal. On vient de diagnostiquer un diabète de type 1. Ce diagnostic, il fait crise pour la famille et c'est normal que les rôles de chacun soient ébranlés, les places de chacun soient ébranlées. Du coup, la famille, elle va aussi trouver des stratégies pour s'ajuster, pour s'adapter en tout cas à cette nouvelle vie. Alors, je vous avais dit qu'on a également demandé à ces sœurs de dessiner leur famille et je voulais vous présenter ce dessin d'Élise parce que là, je viens de vous dépeindre finalement un premier temps de la maladie qui est connoté un peu négativement. Et bien, ce dessin, il est tout l'inverse puisque c'est le dessin d'Élise qui est âgée de 15 ans. Et Élise, du coup, c'est la sœur aînée d'un garçon qui a un diabète de type 1 et pour qui les parents sont séparés. Madame, monsieur ont refait leur vie chacun de leur côté, d'où l'idée des 2 maisons en bas du dessin. Et Élise, elle nous a dit que ce temps du diagnostic, donc il faut savoir que quand le diagnostic est arrivé, la famille était en grand conflit. Et ce temps du diagnostic a permis de rassembler tout le monde
dans un moment d'écoute, de soutien, où chacun a pu mettre aussi ses conflits de côté. Le deuxième thème qui est apparu, c'est celui d'un processus émotionnel. On parlait tout à l'heure des émotions, et c'est vraiment un point qui a été fort important dans l'analyse de ces résultats. Puisqu'en fait, quand on questionne les émotions de ces sœurs, elles nous disent qu'elles font face aux émotions négatives ressenties par les enfants diabétiques de type 1 et par les parents. C'est le cas d'Anouk qui nous dit Arthur, il pète des câbles parce qu'il ne veut pas faire son insuline, parce que j'en ai marre qu'il hurle. À ce moment-là, quand on questionne leurs émotions, ce n'est pas leurs émotions à elles qui émergent, c'est les émotions des autres. Au-delà, finalement, d'exprimer les émotions des autres, il y a comme une forme de contagion émotionnelle aussi qui s'opère au sein de ces familles. Et c'est Bianca qui nous dit « Et du coup, des fois, maman, papa l'appellent et j'entends Bruno qui est en train de pleurer. Du coup, moi, je ressens comme si j'étais avec lui. » Et donc, encore une fois, quand on questionne les émotions, ça passe par l'autre. Mais quid des émotions des frères et sœurs, des fratries. Et pourtant, elles nous disent qu'elles ont besoin d'exprimer leurs émotions. Elles ont besoin d'être écoutées, de partager ce qu'elles vivent au quotidien. Et c'est Gaëlle qui nous dit moi j'avais envie qu'on sache ce que moi je ressens vis-à-vis de tout ça en fait. Parce que c'est vrai qu'on n'y a pas forcément porté attention. Alors ici, c'est le dessin justement de Gaëlle qui nous montre que tout tourne autour de ça. Vous voyez son petit frère qui est diabétique de type 1. Il est entouré, donc sur la partie supérieure du dessin, il est entouré plusieurs fois, beaucoup de fois. On voit que finalement, chacun des membres de la famille est relié à son petit frère diabétique. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il a une particularité, ce petit frère avec un diabète de type 1. Il a un boulet à son pied. Et le boulet, pour elle, ça représente le diabète. Toute la famille le traîne, et lui aussi. Et ça crée finalement comme une sorte de bulle entre son petit frère et le papa. Alors pour exprimer ces émotions, elles ont pu nous dire que leur cercle d'amis, ça comptait. Et on en a parlé aussi tout à l'heure, quand certains amis peuvent être des personnes relais. C'est ce que Delphine, elle nous a dit. Elle m'a permis, donc quand elle parle de son amie, elle m'a permis de m'exprimer et de dire à quelqu'un ce que je ressentais. Elle m'a soutenue et donc du coup, elle connaît pas mal de choses. Et c'est vrai que le fait d'être relais, d'avoir des personnes relais, ça les aide aussi à ne pas toujours parler du diabète de type 1. Elles ont pu également nous parler de l'importance des associations, espaces où on peut venir finalement déposer, s'exprimer, dire un peu ce qu'on ressent, les difficultés rencontrées, et de voir finalement qu'on n'est pas seul. Alors pour parler des émotions, on a créé dans le cadre de cette recherche un journal qui était destiné, donc, dans le cadre de cette recherche, à une évaluation assez rigoureuse. On leur a demandé d'interroger, d'évaluer leurs émotions sur une semaine. Alors d'abord de façon générale, donc tous les jours, en fin de journée, on leur demandait de faire un peu le point sur les émotions ressenties. Et puis on leur a demandé aussi si au cours de la journée, ils avaient rencontré des situations en lien avec le diabète de type 1. Et s'ils en avaient rencontré, on leur demandait de réévaluer leurs émotions et de voir s'il y avait des choses qui avaient changé et de nous dire aussi ce qu'ils en avaient fait de ces émotions. Alors au niveau de l'analyse de ces résultats, on a pu voir que c'est compliqué de les partager au sein de la famille. Souvent, ces émotions, on les garde pour soi, mais pas n'importe lesquelles. Les émotions qui sont les plus compliquées à gérer. La colère, parce qu'on a dû retarder une activité, parce que le petit frère, la petite sœur faisaient une hyper, une hypo, et donc voilà, on n'est pas parti faire cette activité tout de suite. Mais toutes ces émotions qui émergent, et ces émotions un peu plus négatives, c'est compliqué de les partager. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que ces fratries, finalement, ne veulent pas submerger les parents avec leurs histoires d'émotions. Ils en ont déjà assez à gérer avec les traitements, etc., puis avec cet enfant diabétique. Et donc on les garde pour soi, justement, pour ne pas venir amplifier cette détresse qui peut être présente chez les parents. Le troisième thème, c'est le fait de trouver sa place un peu partout et d'aider. Alors trouver sa place dans un premier espace, qui est celui de la maison,
Et ici, on a le témoignage de Gaëlle qui nous dit parce que moi, du coup, ma mère, je lui dis, si tu veux, je lui fais sa piqûre. Ça lui fait un truc en moins, du coup, à penser. Quand je le fais pour mon frère, mais c'est surtout pour ma mère, en fait, pour qu'elle délègue un petit peu. Et donc, ces frères et sœurs, ils vont aussi se mettre des fois dans des positions d'aidants. On parlait de la parentification, on parlait de la relation d'aide pour soulager l'enfant diabétique, peut-être pour le réparer aussi, mais aussi pour soulager les parents parce qu'ils sont déjà fort occupés à gérer cette maladie chronique. Il y a un deuxième... Alors, avant de partir sur le deuxième espace, je voudrais vous présenter ce dessin. C'est le dessin de Bianca. Et la consigne, elle a été la même pour tout le monde, c'est de dessiner sa famille. Au premier regard, on peut voir que la famille, elle n'est pas beaucoup représentée. En tout cas, elle est représentée en tout petit sur la feuille. Et ce qui prend le plus de place, c'est le matériel qui permet de contrôler la glycémie et d'injecter l'insuline. Donc, le capteur et puis la pompe. En bas, à gauche, on a une vue aérienne de la cuisine, parce que pour elle, c'est le lieu où il se passe beaucoup de choses. C'est le lieu où on va cuisiner, où on va calculer les glucides, où on va du coup ajuster les doses d'insuline. Et puis là, elle est fière de nous dire, en fait, vous voyez, moi, mon petit frère, il fait ses calculs tout seul, il fait ses injections tout seul. Mes parents, ils le regardent même plus. Il est grand, il s'est autonomisé, il sait gérer lui-même tout seul sa maladie. Et en bas à droite, une rosace qui peut paraître anodine, mais cette rosace, en fait, elle a l'habitude de les dessiner. Et elle demande à son petit frère de les colorier, comme ça il est à côté d'elle, et elle peut avoir un œil sur son lecteur de glycémie et lui dire quand est-ce qu'il doit se resucrer ou pas. Et pour la petite anecdote supplémentaire, c'est que quand j'ai fait cet entretien avec Bianca, elle avait souvent le regard détourné, et je lui ai demandé ce qu'elle était en train de regarder, et elle regardait le lecteur de glycémie constamment pour voir si son petit frère devait être resucré ou pas. Du coup, vous voyez finalement qu'il y a certains frères et sœurs qui s'impliquent beaucoup dans cette gestion. Elle a 10 ans, j'avais l'impression de faire passer un entretien à une adulte. On aurait même pu penser que c'était la mère de cet enfant. Alors, le troisième lieu où il se passe aussi beaucoup de choses, c'est l'école. L'école, c'est un lieu où les parents ne sont pas là, et du coup, les frères et sœurs, et ici, du coup, les sœurs qu'on a interrogées, elles nous disent que, elles font un peu le relais des parents. Donc, elles ont du sucre dans la poche. Là, ici, c'est Constance qui nous dit quand j'étais en fin de première année et que lui, fin de sixième, donc ça, c'est la scolarité en Belgique, des fois, j'allais le voir dans la cour, j'allais lui demander s'il avait bien injecté son insuline. Les parents ne sont pas là et donc ils se mettent dans un rôle parental, disons, pour être sûr que l'enfant fasse bien ses contrôles, fasse bien ses injections d'insuline. Alors parfois, ce sont les enfants qui prennent cette place-là. Puis des fois aussi, ça peut être le corps enseignant qui demande en tout cas aux membres de la fratrie de le faire. Et du coup, on a été aussi amenés à interroger des enseignants et des directeurs d'école en Belgique. Et effectivement, c'est des personnes qui sont démunies dans la gestion du traitement du diabète de type 1. Et quand il y a un membre de la fratrie qui est dans la même école, souvent on profite de ça aussi pour voir si la gestion de la maladie se passe au mieux. Petite parenthèse que j'ouvre, donc dans une des autres études, on a été amené à questionner donc les niveaux d'anxiété et on s'est rendu compte que quand les frères et sœurs étaient dans la même école, les frères et sœurs qui n'avaient pas de diabète de type 1 et ceux qui ont un diabète de type 1 présentaient un niveau d'anxiété plus élevé. Donc quand ils sont dans le même établissement scolaire, les frères et sœurs présentent un niveau d'anxiété plus élevé que ceux qui ne sont pas dans le même établissement scolaire. Alors, aider, c'est pour elle une question d'âge. Le fait d'être aîné, peut-être que ça nous amène à être plus engagés aussi dans cette gestion de la maladie, mais ça amène aussi à la question de la responsabilité. C'est-à-dire que si on me demande de m'occuper de mon petit frère, de ma petite sœur, parce que mes parents doivent s'absenter, s'il se passe un problème, c'est sur moi que ça va tomber. Et donc ça aussi, ça les questionne beaucoup. Le dernier espace, on a parlé de la maison, de l'école, mais il y a un troisième espace tout aussi important, c'est l'hôpital.
elles sont demandeuses d'avoir un espace à l'hôpital, ne serait-ce que d'être accueillies. On sait que des fois, lors des consultations en diabétologie, les parents viennent avec toute la fratrie parce que c'est les vacances, on n'a pas moyen de les faire garder. Et elles nous ont dit que c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de place pour s'asseoir, parce qu'on ne les regardait pas, on ne leur demandait pas comment ça va. Et donc elles ont aussi souligné l'importance de leur faire une place au sein de ces établissements de santé. Le dernier thème, c'est celui de la digestion, et vous voyez qu'on a progressé par rapport à notre petite bulle du départ où notre fil était tout emmêlé. Et à la fin, ce fil, ça y est, on a pu l'enrouler correctement. On appelait ça la digestion psychique. Il faut du temps. Et pour que ça soit possible, elles nous ont dit que ce qui était important pour elles, c'est de s'informer et informer les autres pour mieux connaître le diabète de type 1. Et ça rejoint ce qu'on s'était dit ce matin, avec encore des fausses, des mauvaises représentations de cette maladie chronique. Et c'est Élise qui nous propose une petite réunion finalement à l'hôpital où on regroupe tous les frères et sœurs, on leur donne la même info, et puis comme ça c'est très bien. On sait de quoi on parle, on sait ce que ça va engendrer, et puis comme ça sera aussi moins compliqué pour s'ajuster à la maladie. On apprend avec le temps aussi, avec l'expérience. Les frères et sœurs observent beaucoup ce qui se passe à la maison. D'ailleurs, quand ils aident, c'est parce qu'ils observent comment les parents font auprès de l'enfant diabétique. Et puis il y a Delphine aussi, pour illustrer finalement ce dernier sous-thème, une vie comme après. Delphine, elle nous dit, quand je lui demande c'est quoi pour elle être la sœur d'un enfant avec un diabète de type 1, c'est quoi pour toi le diabète? Elle me dit, c'est un peu comme s'il faisait partie de la famille. Et finalement, c'est faire une place aussi. Donc c'est que chacun retrouve sa place et qu'on puisse faire une place au diabète. Et Élise nous dit, c'est être la sœur ou le frère d'un enfant normal, avec une particularité en plus, c'est qu'il est doué en calcul. Il fait beaucoup de calculs, il calcule beaucoup ses glucides, donc ça développe chez lui d'autres compétences. Alors comment comprendre ces résultats? Ça nous montre que les frères et sœurs, il ne faut pas les oublier. Ils sont également concernés par les retentissements du diabète de type 1, avec cette peur de la mort au moment du diagnostic, ce sentiment d'être délaissé, le fait aussi d'être au premier plan des changements des règles de vie. On a pu voir aussi qu'au niveau des émotions, c'était compliqué, c'est soit des émotions en miroir à celles de l'enfant diabétique ou des parents, voire à une mise sous silence de leurs propres émotions. Et donc nous, on ne peut que les encourager à partager au sein de la famille ces émotions et aider du coup à cette régulation émotionnelle. C'est important que les frères et sœurs puissent le faire, que les parents puissent le faire, que l'enfant diabétique puisse le faire aussi, pour refaire circuler toutes ces émotions au sein de la famille. Et on a pu voir aussi que, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée, c'est que quand on regarde finalement les résultats, on a l'impression d'avoir interrogé des parents. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce qu'ils ont un vécu subjectif qui est en miroir des besoins des parents? Est-ce que c'est encore une fois une mise sous silence de leurs propres besoins? En tout cas, je pense que le message qu'il faut retenir, c'est que il faut leur faire une place et les aider, en tout cas les encourager à exprimer ce qu'ils ressentent. Voilà, je te laisse clôturer. Et donc, comme on a dit, les fratries ne sont pas toujours prises en compte dans l'accompagnement médical du diabète. Et il semble pourtant important, au regard de ces résultats, de pouvoir les intégrer dans la prise en charge. Rencontrer la fratrie permettrait en effet aux soignants d'assurer une meilleure compréhension de la maladie, c'est ce que Pauline a bien expliqué, par les frères et sœurs, en délivrant aux enfants des explications adaptées à leur âge. Proposer de rencontrer les frères et sœurs peut également être l'occasion de libérer la parole et de verbaliser une souffrance dissimulée et de pouvoir éventuellement repérer un besoin ou une demande d'accompagnement psychologique, par exemple. Il est ainsi intéressant pour les équipes soignantes de prendre régulièrement des nouvelles des frères et sœurs auprès des parents, s'ils ne peuvent pas toujours les rencontrer, évidemment. Et le cheminement d'adaptation au diabète peut s'apparenter à une métamorphose, c'est un peu le fil aussi que tu as montré. Le diabète métamorphose en effet la vie et lui donne une nouvelle allure.
Et cette métamorphose s'opère également dans la fratrie. Le diabète d'un frère ou d'une sœur va s'intégrer dans la construction de la personnalité et il essaie une empreinte. Et cette empreinte, parfois, on peut l'observer dans un choix de métier, par exemple, ou dans des intérêts qui se développent au fur et à mesure. Merci pour votre attention.